Alors c'est parti. Donc déjà, je vous remercie de votre présence, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur la pause du déjeuner. Donc l'idée, c'est de tenir entre 12h45 et maximum 13h45. Parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont des impératifs pour reprendre le travail. Donc je vais faire le maximum pour respecter le timing. Et puis je vais commencer par me présenter, parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc je suis Stéphane Tosia. J'ai 20 ans d'expérience en management et leadership en entreprise. Ces 20 ans, ils m'ont convaincu au fil de mon parcours, voilà, de mon intérêt pour l'autre. Moi, j'aime faire grandir les gens, les aider à casser leurs propres barrières et prendre conscience de leurs capacités. Donc aujourd'hui, je suis coach d'organisation. Je propose une offre de conseil en management et en communication qui est complétée par du coaching individuel et du coaching d'équipe, qui j'espère est inspirant. Et j'aide les dirigeants et les managers à identifier les axes d'amélioration de l'organisation, développer leurs compétences en management et leur leadership pour une plus grande autonomie de leurs équipes. Donc j'accompagne des particuliers et j'accompagne surtout des professionnels qui ont besoin de se recentrer sur leur métier et de redonner de la vision et du sens. Alors bienvenue sur le webinaire, donc les clés pour élever votre leadership avec l'humour. Donc je vais dérouler progressivement le support. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous propose de les noter dans le chat et puis je les regarderai une par une à la fin de la présentation. J'essaierai de répondre à toutes les questions que vous avez pu poser. Et ensuite, je vous propose un temps d'échange sur nos points de vue, nos expériences, nos pratiques. Et si vous voulez même échanger sur des problématiques concrètes, voilà, ce sera avec grand plaisir. Alors, si on rentre dans le vif du sujet. L'agenda que je vous propose, d'abord, ça va être de définir un petit peu qu'est-ce qu'est l'humour et puis faire un petit peu la différence entre l'humour et le rire. Ensuite, la place qu'occupe aujourd'hui l'humour en entreprise. Partager avec vous voilà, quelques idées reçues que l'on a sur l'humour et qui peuvent être un peu des fois bloquantes ou nous inhiber dans l'utilisation de l'humour. Les bénéfices, partager aussi les bénéfices que peut apporter l'humour dans le cadre professionnel. On va aller aussi explorer les différents styles d'humour qui existent. Il y a des humours un peu plus négatifs, des humours un peu plus positifs. Certains, et puis ils vont dépendre aussi du contexte, des personnes. Donc voir un petit peu les différents styles et comment les utiliser. Ensuite, on va partager les clés, ces fameuses clés pour élever votre leadership. Donc quelques préconisations, propositions, prises de recul que je vous propose. Et après, on y essaiera d'aller un petit peu plus loin, où je partagerai avec vous un questionnaire, un peu d'introspection, pour vous réfléchissiez aujourd'hui à comment ça se passe dans votre environnement professionnel, comment vous vous positionnez, et puis s'il n'y a pas certains endroits où vous pourriez faire un petit pas de côté et faire différemment, et aller plus loin en utilisant l'humour. Alors d'abord, comme je vous disais, on va commencer par faire la distinction entre le rire et l'humour. Alors on pense que le rire, il serait apparu avant le langage. Et il était du coup très utile à ce moment-là car il permettait à nos ancêtres de clarifier leurs intentions dans des situations d'interaction sociale. Donc en fait, avant de parler, hein, enfin, avant de pouvoir parler même, le rire, ça permettait de signaler que tout allait bien. Ok, un bon rire, ok, ça va, pas de stress, tout va bien. Et donc, les scientifiques pensent que le rire, c'était l'expression d'un soulagement commun qui exprimait la fin d'un danger. Alors d'un point de vue physique, d'accord, d'où vient le rire? Le rire, c'est le résultat d'un stimulus, donc qui peut être visuel, tactile, sonore, d'accord, qui va être traité par le cerveau, et les systèmes cérébraux et musculaires hein, vont orchestrer des réactions physiques. Donc on va avoir du relâchement musculaire, on va avoir des expressions faciales, on va avoir un peu de changement cardiovasculaire, le cœur qui va se mettre à battre un peu plus vite, pareil pour la respiration. Et en parallèle de tout ça, on va avoir l'hypothalamus derrière, dans le cerveau, qui va libérer des endorphines et qui vont contribuer à avoir des effets calmants et antidouleurs. Donc le rire, ça va permettre vraiment de décompresser, de relâcher et d'envoyer des éléments calmants. Donc le rire, c'est l'extériorisation physique, d'accord, et même plus précisément même vocale, que va engendrer un événement qui présente d'une manière ou d'une autre un aspect comique. Voilà, c'est la manifestation d'un aspect comique. Et le comique, on peut le retrouver sous des formes diverses, d'accord, à travers la raillerie, à travers l'ironie, à travers l'humour, d'accord, et la plaisanterie. L'humour, lui, il est présent dans toutes les sociétés et il varie d'une société à une autre, d'accord? D'ailleurs, c'est sans doute la cause la plus sociale et la plus culturelle du rire. Donc, il a l'humour une fonction de déconnexion avec le réel.
parce qu'il va susciter une distanciation avec ce qui arrive. Donc il permet aux hommes de prendre du recul par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Donc une distance avec le malheur, avec la mort, avec la douleur. Donc l'humour, ça a vraiment la capacité à nous déconnecter des aspects oppressants, même parfois insupportables de la réalité, et comme par exemple on peut faire l'humour noir, ou même l'autodérision, d'accord, quand on est nous-mêmes l'objet de notre propre humour. Donc il faut voir l'humour comme une attitude existentielle, hein, qui permet, par une mise entre parenthèses de la réalité, de mieux l'accepter et de mieux la comprendre. Alors, il faut aussi quand même avoir en tête que l'humour, c'est très imprégné de l'histoire, des symboles et des traditions d'un pays. On va pas rire des mêmes situations en France et à l'étranger. Par exemple, les Français, on est plutôt réputés pour l'ironie et les traits d'esprit. Les Anglais, eux, sont plutôt reconnus pour tout ce qui va être l'absurde et l'autodérision. Les Japonais sont plutôt sur le comique de répétition. Les Américains, eux, ils sont friands des stéréotypes. Donc on a l'aspect culturel, et puis on a l'aspect personnel aussi, pour finir, puisque donc l'humour, il est propre à chacun d'entre nous. Voilà, chaque personne va avoir un seuil de tolérance à pas franchir. En ce qui concerne là, les thèmes sur lesquels il est OK pour qu'il soit tourné en dérision. On n'apprécie pas tous l'humour noir, on n'apprécie pas tous l'autodérision. Et puis à certains moments où on est plus réceptif à une touche d'humour. Des fois ça peut énerver, la fois d'après finalement on peut trouver ça plutôt drôle. Donc voilà, pour la distinction entre le rire et l'humour. Alors maintenant je voudrais partager avec vous une information intéressante, qui est que les bébés commencent à rire dès l'âge de 3 mois. D'accord? Et donc les enfants acquièrent la capacité à détecter le sarcasme dès l'âge de 4 ou 5 ans. D'accord? Donc ça veut dire qu'on part tous, à peu près, avec un capital plus ou moins équivalent au départ de notre vie. Et des recherches récentes expliquent que nous commençons à perdre notre capacité à rire vers 23 ans. Donc ce qui correspondrait à peu près à l'âge où nous rentrons dans la vie active. Et nous ne recommencerions à rire qu'à 70 ans. Donc en gros, ça fait une période de 47 ans où on met de côté un élément fondamental de notre personnalité, dans l'entreprise bien sûr, pour se conformer aux exigences perçues d'un monde du travail où finalement le sérieux serait plutôt la norme et le garant de la performance et de la productivité. 96% des salariés, d'accord, ils estiment que l'humour est indispensable, important, voire très important dans les relations professionnelles. Donc c'est tiré d'une étude LinkedIn France. Donc 96%, ça veut dire quasiment tout le monde. Mais 63% d'entre eux estiment que l'humour, il est insuffisamment mobilisé au travail. Donc ça veut dire que 60% des salariés souhaitent plus d'humour au travail. Et, pour compléter, une autre enquête montre que 84% des DRH estiment que les collaborateurs qui ont le sens de l'humour font mieux leur travail. On a une autre composante à prendre depuis quelques temps, c'est le Covid, d'accord, qui est venu s'inviter récemment. Et la crise du Covid, elle a un peu changé notre rapport au travail. Aujourd'hui, au travail, les salariés, ils attendent surtout, enfin beaucoup plus en tout cas, des horaires flexibles, du travail hybride et un management plus humain. Donc un environnement professionnel où l'humour va être toléré, voire même encouragé, ça va participer à humaniser les conditions de travail. Parce qu'on le constate quand même un peu plus aujourd'hui, on se marre moins au bureau qu'avant. D'abord parce qu'il n'y a plus trop de bureaux. D'accord? Avec le télétravail, on est plutôt chez soi et les occasions d'amuser la galerie sont plus rares, hein. C'est plus compliqué d'oser une blague sur Zoom, en tout cas plus risqué qu'à la machine à café, parce qu'à distance, personne va peut-être, enfin en tout cas les gens vont peut-être moins voir le petit regard pétillant que vous avez quand vous faites de l'ironie. Donc ça peut créer des malentendus. Et puis, on a la grosse ambiguïté qu'on connaît tous, hein, des emails et des SMS. Voilà, une blague dans un email, ça peut vite être incompris de la part du destinataire, et souvent, il va être nécessaire d'ajouter des emojis, des émoticônes, pour signifier complaisante. Sans quoi on peut être pris au pied de la lettre. Et pour compléter, ou en tout cas pour continuer, je voudrais rappeler l'utilité de l'ironie au sens que lui donnaient les Grecs à l'époque. Parce que l'ironie, comme l'a pratiqué Socrate à l'époque,
c'était de feindre l'ignorance face à ses interlocuteurs pour mieux les amener à prendre conscience de leurs préjugés et à progresser sur le chemin de la vérité. Donc quelque part, c'était jouer le candide, c'était jouer l'idiot pour provoquer des prises de conscience. Et donc l'ironie, ça consistait pas à affirmer des choses, mais à questionner et à remettre en question les certitudes. Et c'est là que l'ironie, c'est quand même quelque chose qui est bienvenu au travail, parce que en entreprise, on a quand même souvent tendance à écouter les chefs et les experts, sans les remettre en question, et on se laisse impressionner souvent, parfois même par un certain jargon. Et face à cet esprit de sérieux, bah, l'ironie, c'est un vrai garde-fou. Ça fait toujours du bien, un bon mot, pour balayer ou questionner des projets qui pourraient paraître irréalistes dans un comex et où tout le monde s'emballe, grisé par ses ambitions. Et un trait d'esprit, ça suffit parfois à faire passer le message, sans pour autant accuser frontalement les porteurs de la stratégie en question. Donc, l'ironie, d'accord, c'est l'arme du sceptique. C'est celui qui se laisse pas berner par une présentation PowerPoint et qui pense à rappeler la nécessité de se confronter, pardon, au réel. Et les gars, vous avez pensé, on voudrait lancer une nouvelle gamme de parapluies dans le Sahara. Est-ce qu'on serait pas en train de lancer un produit inutile sur le marché? Est-ce qu'on a été au bout de la réflexion? Est-ce qu'on ferait pas n'importe quoi? Donc le rire, ça soulage le stress, ça soulage de l'ennui, ça stimule l'engagement et le bien-être, et la créativité et la collaboration. Ça augmente la précision analytique et la productivité. Donc j'arrête là la liste, mais il y a déjà beaucoup de choses, comme vous voyez, sur lesquelles il a un impact positif. Et même récemment, un groupe de scientifiques qui menait des recherches sur le bonheur au travail a fait une découverte étonnante. Regardez une vidéo humoristique, ça a rendu les sujets de leur expérience 10% plus productifs. Donc l'humour et le rire permettent de mettre les collaborateurs dans une disposition d'esprit favorable et ouverte aux autres. Donc le rire, c'est bon pour le moral et c'est bon pour le travail. Je mettrai quand même un point d'attention, parce qu'il est important d'avoir conscience quand on parle de l'humour et du rire, que la permission de l'humour en entreprise, ça vient du haut de la pyramide hiérarchique dans une organisation. De la même façon qu'un leader va diriger par l'exemple, euh, l'acceptation, le refus de l'humour par le dirigeant va conditionner son utilisation au sein de l'équipe, d'accord, ou au sein de la société. C'est lui qui va dire, OK, j'accepte, en tout cas, c'est bienvenu de pouvoir en l'utiliser, en bénéficier. Donc une fois qu'on a dit, qu'on a partagé un peu l'état des lieux en entreprise, je voudrais explorer avec vous 5 idées reçues, d'accord, qu'on a sur l'humour. Et la première, c'est une petite maxime qu'on connaît tous, d'accord? On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc, comme je viens juste de le dire précédemment, la permission de l'humour, ça vient du haut de la pyramide hiérarchique dans l'organisation. Donc, pour pouvoir utiliser l'humour avec son N plus 1 ou son PDG, ben, ça demande en premier lieu que lui soit réceptif à l'humour et vous ait donné sa permission implicite ou explicite d'utiliser l'humour dans le cadre de vos échanges. D'accord? Si c'est pas le cas, si votre supérieur il se montre pas réceptif, bah, vous pourriez mettre en péril voilà, votre crédibilité et voire même votre réputation. Donc l'humour, c'est ce qu'on va appeler une offre de connexion. C'est une action où on tente d'attirer l'attention, d'accord? Et ça indique une volonté de connexion avec l'interlocuteur. Donc si on reprend la maxime, on peut rire de tout, mais surtout avec les personnes qui vont accepter votre proposition d'humour. Tout le monde va pas être forcément en connexion, en adéquation avec vous. Ensuite, l'humour est sans conséquence. Alors, il faut quand même se dire que l'humour, c'est un outil puissant hein, qui peut autant rapprocher qu'éloigner. Voilà, une simple blague, bah, ça peut apaiser des anxiétés, ou au contraire, ça peut blesser profondément quelqu'un. Trop souvent, derrière c'était qu'une blague, bah, on peut avoir des propos sexistes, racistes, voire excluants. Et le pire, d'accord, quand on fait une blague de ce type, c'est qu'on prive souvent les autres du droit de réagir, sous peine de passer pour des sans-humour. On a tous déjà plus ou moins regretté, je pense, de ne pas avoir répondu à une plaisanterie déplacée. Donc l'humour, c'est vraiment quelque chose qui doit être utilisé pour construire des ponts, hein, pour prendre une analogie de ce qui se passe aujourd'hui dans la société, et pas des murs. Une autre idée reçue qu'on peut avoir, c'est que l'humour, ça n'a pas sa place au travail.
Donc pour 78% des professionnels français, le rire, c'est l'émotion la plus sous-estimée et l'humour la compétence la moins valorisée au travail. Dans de nombreux lieux de travail, le sérieux est attendu, il est promu, il est vénéré, et même à tel point parfois qu'on doit laisser une partie de notre personnalité à la porte du bureau, d'accord, afin de se conformer à ce qui est attendu de nous dans la société. Bon, c'est là où il faut faire attention parce que cette hostilité un peu ambiante là, qui alimente des cultures toxiques, elle alimente les burn-out, d'accord, ça peut même être des intimidations parfois. Et c'est un sérieux qui est hérité d'un management d'un autre temps, qui étouffe quand même un peu le sens au travail, et ça, c'est valable quel que soit le type d'entreprise, il n'y a pas de, y a pas de catégorie particulière. Donc oui, l'humour a sa place au travail, et d'ailleurs, il est tellement bénéfique, d'accord, on en a parlé un peu juste avant, ça réduit le stress, ça booste l'immunité, ça regonfle le moral, et on a vraiment une meilleure qualité de vie à gagner en l'utilisant. Une autre idée reçue qu'on peut avoir, c'est se dire que l'humour est inné. D'accord? On pense souvent que c'est un don inné, c'est presque magique. Et voilà, surprise, l'humour, ça s'apprend, c'est comme le leadership, c'est une compétence que chacun peut développer. Et pourquoi perfectionner son sens de l'humour? Et ben là, une étude à Singapour révèle que les managers qui manient l'humour sont perçus comme plus sympas et plus efficaces. Ce qui booste l'engagement des équipes, car ils vont créer un environnement pro beaucoup plus fun et productif. Et pour finir, il pourrait y avoir le je vais passer pour un clown, ou en tout cas le clown de l'entreprise. Alors là, je vais vous donner un exemple très sérieux, d'accord, et scientifique. Alors attendez, j'ai quelqu'un qui essaie, alors comment je vais faire? De nous rejoindre. Ouais, ça marche pas si je fais ça. Il faut que je décroche de la présentation. Hop, voilà. Donc j'y reviens. Ok. Donc j'étais sur l'idée du clown. Euh, Donc l'exemple sérieux et scientifique, ouais, voilà ça. Donc c'est intéressant de savoir que dans le but de préparer ces missions spatiales, la NASA a réalisé une étude et que même la NASA elle va miser sur l'humour. Parce que lors des missions spatiales, le rôle du clown, en tout cas de la personne qui va amener un petit peu d'humour, a été identifié comme essentiel. Alors c'est pas juste pour faire rire, mais ça permet parce que cette personne permet de désamorcer les tensions, créer du lien et renforcer l'équipe. Donc c'est pas qu'il n'est pas question là d'un humour qui va rabaisser, mais plutôt sur un humour positif qui va souder, qui va faire du bien à toute l'équipe. Donc que ce soit dans l'espace ou sur Terre, l'humour, c'est vraiment une clé pour avoir des équipes fortes et pour créer un sentiment d'appartenance. Alors bien sûr, encore une fois, on prend soin d'éviter l'humour négatif, on va privilégier l'humour positif, pas d'humour qui rabaisse. Par contre, je vais quand même donner un point d'attention, parce qu'adopter le rôle de clown de service, en tout cas, pouvoir amener un peu de légèreté et d'humour, c'est pas bénéfique pour la carrière, hein. Ça peut être mal interprété si vous le faites à outrance. Donc l'idée, c'est pas se réduire à un amuseur, qui passe son temps à faire ça, mais c'est bien de savoir apporter de la légèreté et de manière réfléchie pour pouvoir construire des relations solides et un climat harmonieux au travail. Et donc, comme je vous disais, est-ce qu'il y a des bénéfices à l'humour? Bien sûr, il y a des bénéfices et certains sont très flagrants. D'abord, un environnement amusant dans lequel les responsables plaisantent avec les collaborateurs, ça renforce la confiance à tous les niveaux. D'accord? C'est un excellent moyen de se faire des relations, d'influencer et d'apaiser les conflits. Ça va contribuer au développement du groupe, en créant une connexion, ça va créer un esprit d'équipe, des sentiments positifs, d'accord? Parmi tous les participants, et ça va rendre les interactions beaucoup moins tendues. Par exemple, on peut utiliser l'humour, voilà, pour prendre une distance qui serait bienvenue avec une menace. Voilà, si on a les membres d'une équipe qui utilisent l'humour pour se moquer d'un concurrent. Ou alors on peut avoir des petites taquineries pour aider l'intégration d'un nouveau collaborateur, dans la bonne humeur. Voilà, donc ça associe tout le monde à des émotions positives et ça va vraiment renforcer la confiance. C'est bénéfique pour la communication, parce que l'humour, ça aide aussi à captiver votre audience et à laisser une impression durable. D'accord? C'est vraiment un langage universel qui crée des émotions positives, ça désamorce les tensions et ça booste la com. Donc, selon une étude qui a été menée par l'université de Loma Linda en Californie du Sud, notre capacité à retenir les informations sur le court terme
Elle augmenterait avec une histoire amusante, parce que ça permet au cerveau de mieux ancrer l'information. On se souvient mieux des informations si elles sont présentées sous forme d'histoire. D'accord? Et encore mieux si ces histoires sont comiques. Donc si vous voulez attirer l'attention des personnes qui sont un petit peu inattentives, vous pouvez très bien utiliser l'humour, ça marche très bien. La gestion du stress. D'accord, l'humour, on en a parlé déjà un peu, c'est un super pouvoir contre le stress. En provoquant le rire, on libère physiquement de la tension, on booste les endorphines, on détend les muscles. Et puis c'est pas tout, parce que l'humour, ça aide aussi à voir nos problèmes sous un angle plus léger, d'accord, à réinterpréter les situations stressantes de manière positive et à mieux les gérer. Donc faire de l'humour, c'est prendre du recul, c'est se recentrer et transformer l'anxiété en énergie positive. Donc voilà, riez, faites rire, c'est très bon pour la santé. Et c'est même un carburant pour l'innovation. Parce qu'en équipe, déjà, ça ouvre un peu la porte aux idées folles, aux questions inédites, à la réflexion libre. Et puis, être capable de faire de l'humour, c'est déjà être capable de briser des cadres. C'est capable de surprendre, c'est être capable d'associer des idées inattendues. Donc finalement, un leader qui encourage l'humour, il offre un espace sûr à son équipe pour oser, pour rire et pour créer ensemble. Et pour finir, et pas des moindres, ça permet de réduire la distance sociale. Selon une étude qui a été menée par une société de recrutement américaine, 97% des employés pensent qu'un bon manager doit avoir le sens de l'humour. 97%. Bon, c'est-à-dire quasiment tout le monde. L'humour, ça casse les barrières, ça réduit la distance sociale et ça rend les responsables plus accessibles et plus humains. D'accord? Un manager qui utilise l'humour avec succès, eh ben, il va inspirer confiance et compétence, car il va oser une blague et il va oser prendre un risque. Et donc, dans cette relation de confiance, les collaborateurs se sentent plus libres voilà, pour annoncer une mauvaise nouvelle à leurs supérieurs ou pouvoir aller chercher ou poser des questions difficiles. Euh, j'ai quelque chose qui me vient là tout de suite. Ce matin, j'ai amené mon fils de 11 ans au collège qui n'avait pas eu de cours de maths depuis un bon mois, je pense, parce que sa professeure a un accident de voiture. Et là, il y a eu un remplaçant. Donc, il est parti entrer dans les pieds. Et il est revenu tout content, quand on allait chercher tout à l'heure, en disant, Tain, c'est génial, le prof de maths, il est super, il fait plein de blagues. Ah, ok, d'accord. Et donc, en quoi c'est mieux que ce qui se passait avant avec ta professeure? En fait, ça crée une bonne ambiance et ça rend le cours vachement plus intéressant. Bon, je dis pas, voilà, on y est. Ça a permis cette connexion et cette proximité avec les élèves. Et puis en plus, voilà, ça stimule leur attention. Alors, il y a différents styles d'humour. D'accord? Et c'est là où il faut savoir un peu les distinguer et peut-être savoir les manier avec précaution. On a un professeur de psychologie clinique à l'Université d'Ontario qui s'appelle Rod Martin, qui a été un des pionniers des recherches sur l'humour et sur le rire au début des années 80. Il est... attendez, hop. Oui. Il est à l'origine d'un système de classification de l'humour. D'accord? Et donc, ce système, il identifie quatre styles qui peuvent être, alors j'en ai parlé un peu tout à l'heure, positifs comme négatifs. On va les explorer. Alors d'abord, vous avez les styles d'humour positif. Alors dans les styles d'humour positif, vous avez deux styles positifs et deux styles négatifs, hein, je fais déjà le teasing. Vous avez l'humour affilié ou affiliatif, qui va être lui utilisé pour améliorer les relations avec les autres. Il va impliquer de plaisanter et de faire des blagues avec les autres, des blagues avec les autres. Donc il est souvent utilisé pour créer un environnement de travail positif. Les personnes qui l'utilisent vont raconter des anecdotes amusantes et des blagues que tout le monde va trouver drôles, et elles vont rassembler les personnes autour d'elles. Donc je vais vous donner un petit exemple. Et tu tombes du tire-fesses. Et là, t'as un réflexe. Humain, certes, mais très bizarre. Tu restes accroché au truc. Voilà, un exemple avec Gad Elmaleh. Donc l'humour affiliatif, ça permet d'atténuer les tensions interpersonnelles hein, dans un groupe et d'améliorer les relations, car on va mettre en fait les autres à l'aise.
c'est un des meilleurs styles d'humour pour faciliter les interactions entre les personnes et la cohésion au sein d'un groupe. Ça va créer un sentiment d'appartenance au groupe et atténuer un peu les écarts sociaux qui pourraient être perçus entre les gens. Donc les types d'humour que vous avez dans cette catégorie, vous avez l'anecdote, d'accord? On fait référence à une histoire drôle, personnelle, hein, qui peut être vraie ou partiellement vraie et embellie. L'humour hyperbolique, ce qu'on vient de voir un peu, donc on présente une situation, on exagère grandement la réalité et voire de façon démesurée. Voilà, et puis donc l'humour de situation, comme on peut, voilà, vous avez des séries comme Friends par exemple qui utilisent énormément ce type d'humour. C'est très fédérateur. Dans l'humour positif, on a également l'humour autoconstructeur. Donc l'humour autoconstructeur, lui, il permet de vous sentir mieux en trouvant de l'humour dans chaque situation. C'est l'art, un petit peu, on va dire, de repérer les absurdités de la vie, d'accord, et d'en rire pour mieux gérer le stress. Donc celui qui pratique l'humour autoconstructeur, c'est un peu l'idée de transformer en défi, voilà, enfin en tout cas les défis qu'on rencontre en occasion de sourire et en gardant une perspective réaliste. Donc je vous donne un exemple. Ok, moi dernièrement, on m'a traité de bobo parisien prétentieux. Je pense que j'ai réussi ma vie. Voilà, donc c'est un exemple de Farid. Donc c'est un humour qui va être lié à l'estime de soi, à l'ouverture d'esprit. Voilà, c'est vraiment une méthode simple pour rester positif face à tout ce que la vie peut nous réserver. Voilà, et les personnes qui utilisent l'humour autoconstructeur voient le bon côté de n'importe quelle situation. Donc dans les types d'humour que vous allez trouver dans cette catégorie, vous avez de nouveau l'anecdote. Par contre, la différence avec l'humour affilié, c'est que les histoires drôles, personnelles qu'on va raconter, elles sont plutôt là pour nous mettre en valeur. Et l'humour qu'on va dire intelligent, d'accord, qui met l'accent sur des thèmes un peu cultivés, sophistiqués, qui sont pas forcément accessibles à tout le monde, parce qu'un petit peu subtils des fois, ou voilà, qui sont pas dans le référentiel de tout le monde. Donc là, vous avez les deux principaux styles d'humour positifs. Et après, vous avez les types d'humour négatifs. On va avoir deux types d'humour considérés comme négatifs. D'abord, on a l'humour agressif, donc qui lui est plutôt préjudiciable aux autres, et l'humour autodestructeur, qui lui va plutôt être préjudiciable à soi-même. Alors, je vais faire un peu le normand là. Par contre, il faut quand même avoir en tête que ce type d'humour négatif qu'on va décrire, qu'on va un peu détailler, utilisé de manière appropriée, ça peut être constructif, d'accord? Un humour autodestructeur peut aider à réduire la distance sociale, voilà, entre un responsable, un leader et ses collaborateurs, ou mettre les autres à l'aise. Et un humour qui va être légèrement agressif, lui, il peut permettre de commenter le comportement d'un membre du groupe, voilà, d'une manière qui peut éviter d'être blessante ou manipulatrice. Mais ça reste quand même à manier avec précaution. Donc si je viens sur l'humour agressif, bon, ça reste quand même un style d'humour à éviter. On va être sur du sarcasme, de la taquinerie, du ridiculiser peut-être parfois les gens, et ça peut transmettre des messages puissants, mais aussi blesser, critiquer, voire manipuler. Donc là, je vous donne un exemple. La différence qu'il y a entre une femme et une piscine? Non. Il y en a pas, parce que par rapport au prix que ça coûte et au temps qu'on passe dedans, franchement, Voilà. Là, on a un exemple avec Bigard. Donc c'est un humour qui a quand même créé de la distance, qui peut provoquer des conflits, d'accord, et qui peut engendrer une culture un peu toxique au travail. Avec de la frustration, peut-être même de la tristesse avec les gens qui en font les frais. C'est vraiment un humour qui peut être victimisant ou dénigrant, hein. Il est vraiment corrélé à l'agressivité, à l'hostilité. Une personne qui utilise ce style d'humour, il peut en plus acquérir un sentiment de supériorité aux dépens d'une autre, d'accord, pour un peu élever son statut. Voilà, comme je le disais au début, c'est quand même un humour à éviter. Optez plutôt pour un humour positif qui va rapprocher, inspirer et diffuser une énergie positive. Donc voilà, dans les catégories d'humour, qui rentrent dans cet humour, on a l'ironie, le sarcasme, hein, l'humour osé, comme on vient de voir, ça appuie sur l'inconvenance, l'indécence. Vous avez la farce, vous avez aussi l'humour noir, voilà, un peu sombre parfois ou déprimant, où on aborde des sujets autour de la mort, avec peut-être des fois une vision pessimiste.
Et pour terminer ce tour des styles d'humour, on a aussi l'humour autodestructeur. Alors, les personnes qui utilisent l'humour autodestructeur, eux, se laissent souvent ridiculiser ou moquer dans le but d'impressionner, d'amuser les autres et d'obtenir leur approbation. Si je vous donne un exemple, Exceptionnel. Je suis extrêmement laid en FaceTime. Je me suis vu de près. Je crois que ma tête, c'est un geste barrière. voilà, donc là on a un exemple de Paul Mirabel. Alors oui, se moquer de soi, ça peut réduire la distance sociale, ça peut rendre un leader plus accessible et même renforcer son image de personne chaleureuse et compétente. Parce que finalement, vous démontrez aux autres que vous craignez pas d'être vulnérable, vous êtes accessible et sympathique. Mais bon, ça reste quand même une arme à double tranchant, hein. C'est efficace si vous êtes à l'aise avec vos défauts et en position hiérarchique, surtout. Mais c'est quand même à utiliser avec modération. Et dans les types d'humour qu'on va trouver dans cette catégorie, donc vous avez le burlesque, pardon, on va voilà, se ridiculiser en imitant ou en se caractérisant de façon exagérée, hein, toujours, on est toujours un peu dans l'exagération. Vous avez l'humour passe sans rire, voilà, on va sortir un trait d'humour puis on va rester placide, sans montrer quoi que ce soit sur le visage. Et l'humour excentrique, voilà, vous avez l'humour un peu plein d'esprit qui peut arriver de manière inattendue. Donc ce que vous voyez, là, par rapport à ce que je suis en train de vous partager, c'est qu'il y a différents types d'humour. D'accord? Il y a différentes intentions surtout. Et donc, il est important de savoir adapter votre sens de l'humour aux personnes que vous avez en face de vous et aux situations dans lesquelles vous vous trouvez. Et pour adapter votre sens de l'humour aux personnes et aux situations, vous pouvez vous demander déjà pourquoi. D'accord? Quel est votre but? Quelle est votre intention en utilisant l'humour? De rapprocher, de blesser, de réduire la distance? Qui? Avec qui vous allez utiliser l'humour? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est un responsable? Quelle proximité avec lui vous avez? Ça va déjà un peu guider ce que vous pouvez faire. Quoi? Quel style d'humour vous pouvez utiliser dans ce contexte? Et surtout quand? Enfin surtout. Et aussi quand? Dans quelle situation, interaction pouvez-vous utiliser ce style d'humour? Parce qu'en fait, on pense tous qu'on a un style d'humour unique, alors qu'en réalité, il a géométrie variable. D'accord? On a un mélange des quatre styles, comme on est voilà, un mélange de plein de choses culturellement. Et chacun d'entre nous possède en fait un style d'humour dominant, mais on a un petit peu les autres. Donc connaître, déjà se poser la question et connaître son sens de l'humour, c'est le premier pas pour pouvoir l'utiliser en conscience et à votre avantage. Faut qu'il vous ressemble. Sinon, c'est là où vous vous perdez un peu en authenticité, en crédibilité. Et fondamentalement, il n'y a pas de bon ou de mauvais sens de l'humour. Donc, certains types d'humour sont seulement plus appropriés selon les contextes. Et donc, voilà, ce que vous devez apprendre, c'est à différencier les types appropriés pour le contexte professionnel et ceux qui sont plus adaptés dans le contexte privé. Alors, si j'essaye de trouver, donc on a trouvé les serrures, si j'essaye de trouver voilà, les clés que je peux vous proposer, en tout cas partager avec vous pour élever son leadership avec l'humour. La première, je viens d'en parler un peu, c'est d'adapter votre humour à votre auditoire. D'accord? D'abord, déjà, de ne pas projeter son sens de l'humour sur les autres, mais s'adapter, en tout cas l'adapter aux autres. Et puis avoir pris le temps pour mieux connaître la personne qui est en face de soi. Que si on a déjà quelques informations, quelques affiliations, si on connaît un peu ses sensibilités, bah, on va pouvoir viser quand même juste que quelqu'un avec qui on n'a jamais parlé, on ne sait pas trop à quoi il va être sensible. Et puis après, quelque chose qui peut paraître une lapalissade, mais chercher à minimiser le risque d'offenser parce que voilà, si on va essayer de pas commencer par faire des blagues sur la politique ou la religion avec quelqu'un qu'on connaît pas, ou même quand quelqu'un qu'on connaît, on sait pas trop où on met les pieds. Donc après, une fois qu'on est parti dans cette dynamique, en tout cas qu'on a voulu installer l'humour, c'est important de savoir voilà, de l'assumer, de son humour et d'assumer ses plaisanteries. Ensuite, ne riez pas de vous aux dépens des autres de façon agressive. Respectez les autres et vous-même. D'accord? L'humour autodestructeur, ça doit pas être un type d'humour par défaut. On doit pas le faire, mais si vous faites que ça, voilà, vous êtes en train de creuser votre trou. Donc, dans le cadre de l'équipe, c'est important de promouvoir plutôt l'humour affiliatif, c'est-à-dire un humour situationnel, intelligent, pour pouvoir rire avec les autres, mais pas rire des autres.
Après, quelque chose qui est important en entreprise, c'est pas de se prendre trop au sérieux non plus. D'accord? L'humour, c'est un outil puissant qui va compléter votre panel de compétences. Pas parce que vous êtes drôle que vous allez paraître comme un leader compétent. D'abord, vous avez votre métier, vous avez vos compétences professionnelles qui sont assises, reconnues, d'accord? Et l'humour, ça va pas se substituer à votre performance, ça va être un outil de plus pour aller plus loin dans ce que vous allez pouvoir dégager et pour engager vos équipes. Et voilà, et l'autodérision, quand je dis se prendre pas trop au sérieux, c'est vraiment un bel outil pour réduire la distance sociale avec les collaborateurs et recréer du lien, ou créer du lien. Après, voilà, pas essayer d'être drôle à tout prix, il faut choisir vraiment le moment avec qui. Donc, il faut utiliser l'humour pour montrer que vous avez le contrôle de vous-même avec la situation, hein, même sous pression. Ça peut être très utile. Et c'est à vous de choisir stratégiquement avec qui et dans quelle situation utiliser l'humour. Et c'est là que vous aurez le plus d'impact. Donc, vous avez, vous, en tout cas en tant que leader ou manager, la responsabilité de poser le cadre de l'utilisation de l'humour dans votre équipe. C'est vous qui donnez le tempo. Donc, je porte pas l'injonction d'être drôle à tout prix, hein, c'est pas mon intention. L'idée, c'est vraiment de partager que l'humour, c'est une formidable compétence que vous pouvez ajouter à votre boîte à outils, encore une fois. Et puis, préparez vos réparties en accord avec vos valeurs et votre personnalité. Voilà, parce que bien se préparer ou anticiper, parce que vous pouvez toujours avoir quelques traits d'esprit d'avance, quelques blagues dans la poche, ou en tout cas quelques mots dont vous savez que dans telle ou telle situation, à telle ou telle personne, ça va fonctionner. Donc choisir le bon moment sera toujours essentiel, et en plus, ça va vous permettre, pardon, de paraître plus confiant et plus compétent. Je le disais dans l'étude qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc, je voudrais vous proposer quelques idées, voilà, maintenant, pour aller plus loin. Bon, encourager un esprit positif. Là, je suis plutôt sur une bonne pratique de management, mais en tout cas, en tant que manager d'une équipe, on peut contribuer à créer une atmosphère positive en encourageant l'optimisme, l'appréciation mutuelle et la gratitude, en célébrant les réussites collectives, en exprimant sa reconnaissance pour les contributions de chacun, et encourager les gens de l'équipe à faire de même entre eux. Ça va renforcer les liens entre les personnes et ça favorise un climat de confiance et de collaboration, et qui sont des éléments essentiels en travail d'équipe. Vous pouvez aussi aller jusqu'à organiser des activités ludiques. Ça fait du bien à un moment donné d'avoir un cadre un peu différent, de prévoir des moments dédiés à des activités divertissantes, hein, et créatives d'ailleurs, dans le travail en équipe. Ça peut être des jeux, ça peut être des concours amicaux, hein. Vous avez pléthore de, on appelle ça j'allais dire des tests, c'est pas des tests, mais en tout cas pendant les Coupes du Monde de football, voilà, il y a toujours des choses qui te montent où les gens font des paris et on essaye de voir voilà, qui va réussir à deviner qui ira au bout et gagner la coupe. Vous pouvez organiser des journées à thème ou même des sessions de brainstorming décontractées peut-être hors entreprise ou en tout cas dans un moment qui est pas un moment classique de travail, dans une réunion type comité hebdomadaire. Vous pouvez intégrer la culture d'entreprise dans votre équipe ou dans votre entreprise en utilisant, alors vous pouvez encourager l'utilisation de l'humour, hein, léger, bienveillant, encore une fois, dans les communications internes, dans les réunions, dans les interactions quotidiennes, pour détendre l'atmosphère et favoriser la cohésion de l'équipe au travail. Vous pouvez favoriser l'autodérision, d'accord? C'est une forme d'humour qui peut aider à détendre l'atmosphère, franchement, et à créer un environnement plus ouvert. Donc, encouragez vos collègues à pas trop se prendre au sérieux et à rire de leurs propres erreurs ou de leurs maladresses. Ça crée vraiment une culture de confiance et de compréhension mutuelle. Et puis, si vous êtes parti, vous pouvez même aller sur proposer des séances de yoga du rire pour ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent pas, le yoga du rire, c'est une approche qui met en avant le rôle du rire dans la gestion du stress. C'est inspiré par le yoga traditionnel, c'est développé par un médecin indien qui s'appelle Madan Kataria. Et donc le yoga du rire, ça combine des techniques de respiration du yoga avec des exercices de rire dirigé. D'accord? Donc c'est se mettre en condition de se forcer à rire sans qu'il y ait une touche d'humour particulière, mais c'est une pratique qui repose sur l'idée que l'action va entraîner l'émotion, et donc le fait de rire, hein, simplement d'ouvrir ses maxillaires et de commencer à rire, bah, va susciter des émotions positives, ou une humeur positive en tout cas chez vous, et donc finalement augmenter la production d'endorphines dans le cerveau, et, euh, et détendre et rendre plus productif. Donc, franchement, il n'y a aucune contre-indication.
partir du moment où vous le faites de façon pertinente et avec la bonne intention, lancez-vous et faites sourire quelqu'un aujourd'hui. Le message global que je voudrais vous passer, c'est que le rire et le travail sont compatibles. D'accord? Que l'humour, c'est vraiment aujourd'hui une qualité recherchée dans le monde du travail, parce qu'il humanise les relations et il suscite l'engagement. Donc il n'y a vraiment plus à hésiter à le pratiquer dans le respect de l'autre toujours et avec une intention positive. Voilà. Un leader qui sait utiliser l'humour, encore une fois, va être plus proche et plus accessible par ses collaborateurs et va susciter l'envie et l'engagement. Et donc là, je vous propose, dans cette dernière étape, un petit peu d'introspection, en tout cas de réflexion pour aller un petit peu plus loin. Et donc, j'ai une question pour explorer, avoir un peu de réflexivité, pardon, sur votre façon de faire au quotidien. Vous posez la question, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport aux dimensions de bénéfices que je vous ai partagées? D'accord? Et puis voir qu'est-ce que vous faites déjà, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, qu'est-ce que vous pourriez démarrer et que vous ne faites pas encore. Par exemple sur la cohésion. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, l'humour, ça fait vraiment partie des valeurs de mon équipe? Bon, j'imagine que vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que le sujet doit vous parler. Voilà. Puis-je dire oui à leurs idées plus fun plus souvent que je dis non? Parce qu'aujourd'hui, je me bride un petit peu. Est-ce que je permets à mes collaborateurs d'utiliser l'humour, d'accord, en toute confiance au sein de l'équipe, où finalement, je suis pas réceptif tout le temps et je me permets pas d'exprimer tous les messages de cette façon-là. Est-ce que l'humour, voilà, je l'utilise, moi, pour inspirer mon équipe? Est-ce que je pourrais pas communiquer, voilà, sur certains problèmes organisationnels avec l'humour pour prendre du recul et amener un peu de légèreté? Comment est-ce que je peux utiliser l'humour pour rendre ma communication plus humaine? Est-ce que ma communication elle est en adéquation avec ma personnalité? Parce qu'aujourd'hui, je me conforme à une culture d'entreprise, mais c'est pas complètement moi. Et il y a quelque chose là qui me pousse à essayer d'aller un peu plus vers quelque chose qui me correspond et qui amène de la légèreté. La gestion du stress. Voilà. Est-ce que mon équipe aujourd'hui, finalement, si je réfléchis, mon entreprise, elle favorise la sécurité psychologique? Est-ce que je me permets d'utiliser l'humour dans des situations stressantes où finalement, dès qu'il y a un peu de pression ou de stress, paf, hop là, faut être sérieux. Et du coup, bah voilà, on crée de la tension qui va partir en cascade sur tout le monde, qui va se répandre. La créativité. Est-ce que moi-même, mon supérieur hiérarchique, c'est un champion de l'humour? Est-ce que j'ai finalement dans mon environnement la sécurité psychologique nécessaire pour exprimer mes idées et ne pas me sentir jugé et voilà, être tel que j'ai envie de l'être? Et comment intégrer l'humour, l'imagination à des événements amusants dans mon entreprise? Et pour finir, sur la question de réduire la distance sociale, poser la question, est-ce que je suis vraiment présent quand j'écoute, voilà, les commentaires de mes collaborateurs? Est-ce que je dis un peu plus oui ou non à leurs idées? Est-ce que je t'en déperche? Est-ce que les autres me perçoivent comme une personne peut-être trop sérieuse? Et est-ce que je reçois les critiques comme une attaque ou finalement comme une opportunité de progresser et de répondre quand c'est fait, bien sûr, de la bonne façon, avec la bonne attention, avec humour? Distance sociale, ça marche aussi bien avec les gens qui sont dans votre équipe que les gens, en tout cas les responsables hiérarchiques au-dessus de vous. Après, on est sur la demande, enfin la proposition de connexion dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, donc pour le webinaire que je vous ai présenté aujourd'hui, je me suis appuyé sur trois livres, enfin deux livres et une thèse. Donc premier livre, Le pouvoir de l'humour du docteur Vanessa Marcier et L'éloge de l'optimisme de Philippe Gabillet. Et une thèse dont le nom est un petit peu long, Je ris donc je suis, le rire et l'humour au carrefour de deux processus identitaires, socialisation et individuation. Vous allez voir, c'est pas simple. De Inès Pasqueron de Fomereau. C'est pas simple à dire. Et puis, je vous recommande la chaîne YouTube Et tout le monde s'en fout si vous la connaissez pas, avec l'épisode 66 qui va traiter de l'humour et dans lequel vous allez retrouver de façon très ludique, condensé, vous aurez pu te regarder ça, hein, mais condensé en 4 minutes 30 ce que je viens de vous faire en à peu près 40 minutes.
Un peu plus d'une demi-heure en tout cas. Donc voilà. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, me recontacter, enfin me contacter, voilà, si vous souhaitez en savoir plus, si vous voulez que je vous communique des choses ou des références. N'hésitez pas, vous avez là, et puis la presse sera disponible, donc mes coordonnées mail et téléphoniques. Et puis même, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Voilà. Donc je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Je vais arrêter le partage. Tac. Je pense que vous me voyez Oui. maintenant. Et voilà, à votre disposition, si vous avez des remarques, des commentaires, j'ai vu une remarque dans le chat, mais c'était une remarque d'arrivée, donc parfait. Et voilà, je suis à votre disposition sur les 5-10 minutes qui nous restent et le temps qui vous reste. Écoute, merci. J'avais une question. Tu as dit à un moment, l'humour est une compétence qui peut se développer. Oui. J'imagine que tu interviens en entreprise. Comment est-ce que tu fais le lien avec cette phrase et la mise en action dans une entreprise? Parce que c'est quand même un sujet, comme tu le disais, si on est connecté aujourd'hui, c'est que ça fait écho, plus ou moins. En tout cas, moi, ça fait complètement écho dans ma façon d'animer les gens et les équipes depuis des années. Mais tout le monde n'est pas du tout réceptif à l'humour. Comme tu disais, ça peut venir du top. Et si déjà le top est OK, naturellement, il y a un flux qui peut se mettre en place. Mais bon, j'ai accompagné des équipes dans des univers industriels où alors là, vraiment, l'humour, moi, j'ai un peu arrêté d'être spontané sur ce sujet-là parce qu'en fait, ça n'était pas un élément fédérateur plus que ça. Donc du coup, comment tu donnes l'impulsion en entreprise pour que l'humour devienne, alors, pas jusqu'à une compétence, mais en tout cas qu'il progressivement s'instaure comme un morceau, enfin une valeur ou un morceau de culture d'entreprise, Ouais. vu tous Ah, les bénéfices que ça génère. ouais, complètement. Alors comment dire, en tant que là maintenant, donc je suis à mon compte. Quand j'étais salarié, manager et que je pouvais intervenir dans des missions de conseil à certains endroits, j'ai eu ça. C'est-à-dire entrer dans des entreprises où, surtout industrielles, où effectivement il n'y avait pas trop de connexion qui arrivait à se faire là-dessus. Depuis que j'interviens à mon compte en tant que coach et en faisant du conseil d'accompagnement d'équipe, j'ai pas encore rencontré ça. Et bon, déjà, je pense que tu fais ça, c'est-à-dire j'arrive avec mes personnalités et j'essaye déjà légèrement de voir un petit peu si je provoque des réactions. Mais dans la façon dont j'accompagne les équipes, je travaille déjà beaucoup à regarder un peu où est-ce qu'ils en sont de leur inclusion en tant qu'équipe, d'accord? Comment les gens se sentent intégrés ou pas dans les équipes. Je travaille sur quel degré d'implication ils veulent mettre dans l'équipe. Donc j'amène toujours souvent ces trois étapes-là. Donc comment je choisis ou pas de me livrer personnellement ou pas à mes collègues, d'accord? Parce que finalement je leur explique que c'est eux qui mettent le curseur hein, et, euh, et qui va permettre un peu de mettre un peu de contrôle. Enfin c'est ce curseur-là qui met le contrôle sur ce qu'ils acceptent de partager ou pas et de recevoir ou pas. Et après je les amène sur l'ouverture, en disant ok première étape c'est ça, deuxième étape et la troisième étape c'est l'ouverture. L'ouverture c'est votre capacité à vous parler franchement. C'est la capacité à vous sentir à l'aise avec les uns avec les autres et à vous parler vrai. Être capable de vous dire, bah non, je suis pas d'accord avec toi et je suis à l'aise de te le dire sans m'énerver déjà. Parce que on a acquis une connaissance l'un de l'autre qui nous permet d'aller aborder des sujets sensibles, d'accord, sans que j'ai besoin de tenir une posture, voilà, et que je puisse être naturel. Et souvent, quand j'amène sur cette notion d'ouverture, alors Euh, voilà, je leur présente des grilles d'évaluation, je leur demande de se positionner eux-mêmes, où est-ce qu'ils en sont là-dedans, et on voit souvent qu'il y a des écarts. Euh, et en faisant des petits jeux ludiques, ça crée souvent un petit déclic sur OK, aujourd'hui je joue un rôle. Enfin, tu sais ce que je disais tout à l'heure, des fois on rentre dans l'entreprise avec je rentre dans un endroit, il y a une culture et donc je porte un masque. Et du coup, je mets de côté quelque chose. Et ça, jusqu'à présent, bon, j'ai jamais eu de cas très bloquant, mais c'est le levier premier qui me permet de débloquer la capacité à dire, OK, mais en fait, c'est moi qui choisis et voilà, je peux aller plus loin. Après, je pense qu'il y a ça aussi, hein, il y a la personnalité des gens.
et la culture d'entreprise. Comme je l'ai dit, hein, si le top management ou le management tout court, il n'est pas dans cette dynamique, il va casser des ordres. Ça, Mm. là, j'ai pas de clé pour l'instant encore là-dessus. Non, 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 c'est... ok. Et quand tu dis ça, toi, les milieux dans lesquels tu es intervenu, c'est quel type d'entreprise? Euh, Moi, j'ai beaucoup fait l'industrie automobile. Ah oui. Euh, et en fait, tout dépend au sein de l'industrie automobile dans quel secteur tu es, si tu es plus avec des ingénieurs ou en côté commerce, retail, strat. En fait, voilà, il n'y a Hmm. pas de généralité du tout, hein. Il y a des ingénieurs qui ont beaucoup d'humour, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a des environnements où quelquefois tu te retrouves avec des équipes et là tu te dis, ah ouais, on va moins se marrer quand même. Voilà. Hmm. Et ce que je t'ai partagé, moi, je le fais en coaching d'équipe. C'est-à-dire quand j'arrive avec une équipe projet, une équipe sur laquelle il y a un, il y a un problème de fonctionnement, il peut y avoir des tensions, des choses comme ça. Après, ça m'arrive aussi de faire des accompagnements de groupe, de pairs, de managers. Là, c'est peut être des gens qui travaillent pas ensemble, mais qui ont le même poste, en fait, c'est les mêmes problématiques. Là, je dirais des fois, c'est un peu plus facile, ça passe mieux, parce que Mm. je pense qu'ils sont au même niveau, et du coup, il y a pas ce premier obstacle du je suis. Parce que c'est un peu. Enfin, Ouais, la notion de hiérarchie. Mm. ouais, de hiérarchie, parce que ce que j'allais dire, je sais pas si vous avez entendu parler du rapport de l'IGAST qui a été publié il y a pas très longtemps, qui fait état qu'en France, on a un management qui est has-been en Europe, hein, et qui est pas du tout adéquat et qui est aujourd'hui pas très fédérateur. Et dans la principale reproche, ou en tout cas chose à travailler qui véhicule sur la France, c'est une sorte d'esprit de loyauté où on a vraiment une hiérarchie hyper présente. Parce qu'il y a moins dans des pays anglophones ou en Italie, même tu vois, en Espagne, où les managers sont très proches des gens, se mettent très accessibles. Et il n'y a pas ce côté, ok, je suis le chef, donc de toute façon c'est moi qui ai le dernier mot. Et puis quand tu m'écris, tu me fais un mail en 3 pages. Tu vois, j'exagère, mais il peut y avoir ça. Et donc c'est voilà, il y a quelque chose aussi de culturel chez nous et qui peut-être dans des entreprises un peu de taille significative, hein, Ouais, qui ont des gros process, est très présent, quoi. vraiment. Ouais. Mais Et puis je pense que c'est lié aussi à l'âge des gens qui sont au bord, hein. Les choses évoluent quand même petit à petit. c'est la fameuse génération X, et puis c'est un peu avant, quoi. Oui, oui, c'est quand même cette proximité qui est importante et je pense que c'est ce que tu disais, c'est que si tu manies au bon moment l'humour, moi je trouve que tu gagnes un temps fou. Tu disais au début, dans les gros, enfin, tu n'as pas dit dans les grosses boîtes, mais tu as dit, c'est vrai que l'humour peut créer du lien et pourtant c'est quelque chose qui n'est pas vraiment valorisé. Enfin, moi j'ai travaillé très longtemps dans des grands groupes. Jamais en entretien semestriel, il y avait la case du humour. Alors voyons voir, Thérèse, où tu en es sur ton humour. Ça en fait pas partie. Par contre, si c'est pas valorisé, je trouve que c'est un super vecteur pour avoir des bonnes équipes. Moi, du coup, avec l'ambiance que tu y mets, et l'ambiance ne veut pas dire que, comme tu disais, c'est les clowns et c'est le Bronx, mais l'ambiance que tu fais, et quand tu sais que tu es un manager qui manie l'humour et que ça se passe bien, moi, j'ai toujours eu des équipes sympas, quoi. Et je me suis, et je me suis jamais dit que c'était lié à l'humour. Je me suis toujours dit que c'était lié à l'ambiance de l'équipe. C'est évident, hein, quand je le dis, mais Mais en en fait, fait, pour moi, ce que je disais, tu as d'abord à être compétent à ton poste, c'est-à-dire que les gens aient de la reconnaissance, dire ok, il est valable, je peux lui faire confiance, il est fiable, voilà, ça c'est le socle. Et après, le fait de rajouter la couche humour, pour moi, c'est ce qui va amener l'engagement à fond, en fait, des gens. C'est ce ouais, qui ouais, va créer, tu vois, cet esprit, tu t'en parlais, d'esprit d'équipe. Et c'est là où les gens disent, ah, putain, mais lui, j'adore bosser avec lui. T'as même des gens, des fois, qui peuvent, enfin, je parle pas de mon cas, hein, mais qui peuvent refuser de changer d'équipe. Ils disent, ah, non, moi, je veux travailler avec toi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, ouais, je veux dire, des gens, j'ai changé de poste, ils me disent, mais je viens avec toi. Moi, si tu vas là, je viens avec toi là. Parce que finalement, tu dégages un truc où ils se disent, ben, euh, tu vois, moi, j'ai amené au début en disant, je cherche à amener du sens, tu vois, dans les entreprises, dans les équipes.
Mais il y a deux choses qui sont importantes pour qu'une équipe elle fonctionne. C'est effectivement qu'elle ait du sens et dans ce qu'elle fait, aujourd'hui en tout cas beaucoup, et qu'il y ait une Ouais. vraie cohésion. Mais pour moi, je pense que la cohésion, c'est encore plus important. C'est-à-dire, tu peux, de mon point de vue, avoir une équipe qui fait un truc un peu rébarbatif et qui s'éclate tous les jours parce qu'il y a une bonne ambiance entre eux et ils vont continuer à le faire, que de faire un truc super intéressant avec une ambiance toute pourrie et des gens où t'es pas super à l'aise avec. Donc, Non, c'est clair. euh, Ouais, c'est vrai. le ciment, pour moi, ouais, c'est presque plus important que le sens de ce que tu vas faire, quoi, ou que tu donnes à ce que tu fais. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Ok, bah écoute, merci de m'avoir répondu aussi précisément. Avec plaisir. Iris, je sais pas si ça t'amène des réflexions ou des commentaires. Plusieurs choses en t'écoutant. Alors, je tutoie tout le monde. J'ai passé beaucoup de temps Ah, au j'ai fait la Canada. même chose J'espère avec que tu Benoît, vas. tu vois, j'ai pas. Oui, excuse-moi, c'est vrai que je t'ai même pas posé la question. Je suis parti comme ça, c'est pas, ça me va. Voilà, bon, parfait. Tant mieux. Non, en fait, en pensant à cette histoire d'humour, moi, ce qui me vient, c'est vraiment l'importance de reconnaître d'autres formes d'émotions et d'engager le corps des gens dans les activités. Or, en France, c'est pas si commun que ça, c'est pas si évident. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'interculturel, enfin voilà, avec des gens qui venaient d'horizons différents, de classes sociales différentes, et c'était pas évident en fait. Mais finalement, en étant revenu en France, c'est ici que je trouve ça beaucoup plus difficile. Notamment tout à l'heure, quand tu parlais de l'humour, alors je sais plus dans quelle catégorie l'humour, où on se valorise plutôt à la façon de cet humoriste qui dit, voilà, je suis un bobo parisien, j'ai réussi ma vie. Et ça, par exemple, en France, je trouve ça pas toujours évident d'aller dans ce registre-là sans passer pour une personne prétentieuse au sein d'une équipe. Donc il y a eu cette réflexion qui m'est venue. J'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup plus tendance à être parfois Le burlesque. dans le mépris mais même moi je m'en rends compte hein, depuis que je suis ici par exemple tout à l'heure justement j'ai fait rire quelqu'un et je peux avoir un côté un peu gauche et je dis ah c'est mon côté Pierre Richard qui ressort et puis où je vais dire un mot pas correctement et donc je vais me moquer de moi ça je vois que ça passe beaucoup mieux donc j'ai aidé ma voisine à jardiner et il y avait un truc qui s'appelle une grenouillette ou je sais pas quoi et je pense que je le dis toujours pas bien et ça l'a fait rire. Mais voilà, ce qui l'a fait rire, c'était mon côté clown, de je suis en train de dire n'importe quoi, je fais n'importe quoi et je l'assume. De son, moi, avant, j'habitais pas à la campagne et clairement, m'occuper d'un potager, c'est pas mon truc. Mais j'aime beaucoup aider les autres. Mais je vois en France, que ce soit en équipe, dans le cadre d'un coaching individuel, quand je vais dire quelque chose où je vais me valoriser, je trouve ça beaucoup moins évident de le faire ici qu'à Montréal, où j'ai vécu pendant plusieurs années, où Hmm. c'était plus facile, je trouve, de dire des choses positives de soi ou de son travail, de dire, voilà, je suis compétente dans tel domaine. Et puis, alors je pars dans tous les sens, c'est mon côté clownesque, justement. Et l'autre chose qui m'est venue, c'était ce que je trouve pas évident, alors plutôt dans le cadre de groupe, c'est à quel point on peut se permettre d'être spontané. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, j'entends dans ta présentation qu'on peut développer son humour, qu'on peut le maîtriser quelque part, qu'il y a des outils. Euh, et de l'autre part, je vois le côté spontané qui est ma force, mais qui fait que de temps en temps, je peux me prendre les pieds dans le tapis et déborder un petit peu. Et ça, en équipe, je trouve ça moins évident qu'en tête à tête, où on peut prendre le pouls, on peut être beaucoup plus sensible dans son écoute et percevoir jusqu'où on peut aller ou pas. En équipe, je trouve ça ouais, moins simple. Bah, tu vois, le lien que je fais dans ce que tu as exprimé, c'est toujours le côté proximité avec les gens et connaissance des gens et affinité. C'est-à-dire que, tu vois, j'aime bien, moi, en fait, l'humour autoconstructeur, enfin, l'humour où je fais un peu le malin, mais en rigolant. Je souris toujours. Mais ça, je le fais qu'avec les gens que je connais bien. Parce que parce que c'est du second degré quand même. Donc tout le monde percute pas au second degré. Et Il y effectivement, en a qui n'en ont pas du tout en plus. c'est ça. Et là, effectivement, elle a l'air prétentieux. J'ai dit, pour qui il se prend? Non, c'était une blague. Ah oui. Je peux pas mettre des emojis quand je parle. Et donc pareil, quand tu es en équipe, à partir du moment où tu as voilà, t'as cassé deux, trois barrières, où tu as fait plusieurs réunions avec les gens, enfin tu les connais, ça fait un moment que tu les fréquentes, ils savent un peu comment t'es, voilà, tu peux aller là-dessus. Pour moi, il y a des humours de deuxième niveau, j'allais dire, où tu y vas, mais à partir du moment où t'as tissé des liens et les gens te comprennent.
Et c'est vrai, tu vois, c'est un peu comme quand je disais tout à l'heure, quand tu vas commencer, tu vas éviter la religion, tu vas arrêter la politique, tu vois, parce que tu sais pas trop les affinités des gens et c'est des sujets souvent sensibles. Oui. Pourquoi à notre époque, on sent qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas aborder. Euh, et en fait, ce que je retiens aussi de tout ce que tu nous as partagé, c'est vraiment la dimension contextuelle. En fait, je crois que quand on fait de l'humour, il faudrait toujours être contextualiste, de prendre le pouls de qu'est-ce qui se passe autour de moi, combien on est. euh, Non, mais tu as raison. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, là, enfin, il y a quelques instants. Tu disais, j'ai pas l'impression, enfin, j'ai l'impression qu'entre le Canada et la France, si je dis que je suis compétente sur certaines choses, on pourrait euh, me critiquer ou en tout cas me taxer, j'en sais rien, de trop de self-esteem ou ce genre de choses. C'est vrai que moi, j'habite Paris. C'est hyper codifié, en fait, en fonction de quel type d'entreprise, de qui sont les gens, etc. Bah, c'est exactement ce que tu dis. Moi, j'écoute beaucoup au début, et puis j'amène un humour, entre guillemets, trié ou adapté. Et il y a beaucoup moins de spontanéité aussi. Voilà. Donc, ouais, il y a ce côté caméléon, et surtout à Paris, je pense que c'est... Ça demande d'être un acrobate, en fait, hein, de savoir rebondir, se dire, tiens, j'aime beaucoup cette image du caméléon, en fait. Euh, Hmm. de se dire, d'arriver en fait à jauger à quel point on peut être spontané, mais en s'adaptant tout le temps à son public, Ah ouais. au nombre, à la culture d'entreprise dont tu parlais aussi, Stéphane, juste avant. Mais bon, pour moi, je sais que le travail souvent va être plutôt du côté, OK, jusqu'où j'y vais avec cette spontanéité. Et, euh, et c'est pas pour rien, par exemple, finalement, moi, le monde de l'entreprise traditionnelle français, il est pas fait pour moi. Je suis pas faite pour lui. Mais Après, tu sais, c'est marrant parce que quelquefois, moi, ça m'est arrivé dans un très gros groupe d'être très spontané dans des réunions de COMEX. Et en fait, tout le monde se marre. Et là, et en fait, c'est sorti. Vraiment, j'ai pas calculé la vanne. C'est-à-dire, tu disais tout à l'heure, faut préparer. Faut... Voilà, c'est parti tout seul. Et puis, en fait, quelquefois, ça passe bien, quoi. Mais c'est un peu la roulette, hein. faut l'assumer, faut l'assumer. Faut l'assumer, ouais. Ouais. Mais dans ce que vous dites, moi je fais souvent le parallèle quand je vais des fois sur ce terrain-là avec le leadership, parce que quand je fais des interventions en équipe, genre puis avec les managers, il y a différents styles de leadership. Et les styles de leadership, il y en a pareil. Il y en a des moins bons et des meilleurs, mais en tout cas, il y en a aucun de mauvais. C'est juste qu'un leadership, un style de leadership, c'est adapté à un contexte, c'est adapté à des personnes que tu as en face de toi, et il y a une situation que tu rencontres. Il y a des fois, il faut être directif. Il y a des fois, c'est mieux d'être participatif. Il y a des fois, il faut être un coach. Bah, l'humour, c'est un peu pareil, en fait. Comme tu l'as très bien dit, Iris, c'est fonction de la situation et qui t'es en face. Et puis, tu as utilisé un verbe tout simple d'action, mais qui me parle beaucoup, assumer, en fait. Et Oui. quelque part, de dire que quand on assume son humour, on autorise les autres à en faire autant. Hmm. Donc, de laisser de la place à... Alors, tout à l'heure, j'ai aussi mentionné qu'il y a quelque chose d'assez physique. Pour avoir pratiqué le yoga du rire, ben, je sais à quel point d'ouvrir la voie, de montrer aux gens que oui, je vais être ridicule, je vais rire au départ, sans avoir de raison particulière. Et un peu comme un bâillement, voilà, quelqu'un se met à bâiller, puis les autres, c'est contagieux, se mettent à bâiller aussi, et de leur montrer qu'on peut s'engager corporellement à vivre une expérience qui peut paraître totalement absurde et décalée. Mais pour ça, effectivement, il faut s'autoriser et assumer. Dire, OK, j'assume, je vais être ridicule. Ils se souviendront toute leur vie de la femme qui s'est mise à déployer un grand rire, partie nulle part. Et C'est pas, du coup, ça demande beaucoup de confiance, en fait, d'oser l'humour. ce que j'allais dire, parce que t'es pas ridicule, c'est juste que tu t'es différente. Mais, tu vois, après, quand tu dis quelque part, tu vois, quand j'entends ça, peut-être qu'il y en a plein, ça, ils vont le voir comme ça, mais tu projettes quelque chose quand tu dis ça pour moi. Tu vois. Mais merci, c'est un très bon rappel. En plus, on me l'a dit il n'y a pas très longtemps. Euh, et je crois que parfois je me censure à cause de ça. D'ailleurs, pas que sur la question humour. Le fait de projeter ce que l'autre va penser, se dire, et qui en fait, j'en sais rien, effectivement. Mais tu vois, il y a un truc, tu vas là-dedans, les gens qui sont obèses et qui l'assument et qui sont hyper épanouis, c'est ça, quoi. C'est compliqué, mais une fois que t'as franchi cette barrière-là, je vais dire, t'es intouchable. Voilà, tu t'attires les gens. Stéphane, merci beaucoup. Moi, je dois vous laisser parce que je dois me connecter à 14h. Et tout le monde a du travail, tout à Juste fait. aller manger un truc Eh vite oui, fait. oui, oui. Merci à vous deux, merci à ceux qui sont Merci, partis. Brice, aussi.
et au plaisir de suivre vos activités. Également. également. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.